Le Groenland est un endroit vraiment étrange et intéressant. Il s'agit d'une énorme masse continentale qui abrite une population absolument minuscule avec une économie tout aussi petite qui dépend largement de la pêche et du soutien de son grand frère, le Danemark. Si ce pays ne se trouvait pas sur une immense île isolée, il ne serait pas économiquement parlant très différent d'un petit village, car il compte moins d'habitants et produit moins d'activités économiques qu'un grand nombre de codes postaux aux États-Unis. Qui plus est, contrairement à l'Islande, un autre pays de l'Atlantique Nord avec lequel il est souvent confondu, le Groenland est riche, mais pas exceptionnellement, produisant la moitié du PIB par habitant de l'Islande malgré les similitudes apparentes. Sans un apport constant de fonds provenant d'autres pays mieux établis, le Groenland ne se contenterait pas de lutter pour maintenir son économie, il lutterait pour maintenir son existence. Des gens ont habité cette terre inhospitalière pendant des milliers d'années, mais au cours des 3 dernières décennies, ces mêmes personnes ont réalisé qu'elles avaient d'autres options et se sont déplacées vers des endroits offrant plus d'opportunités et plus de 12 heures d'ensoleillement par an. Pour cette raison, l'avenir du Groenland est au mieux incertain, mais ce n'est pas la raison pour laquelle des économies beaucoup plus importantes s'y intéressent. Elles s'intéressent plutôt à son potentiel. Bien sûr, pour le meilleur ou pour le pire, le Groenland a récemment fait la une des journaux, car il s'est retrouvé dans le collimateur des États-Unis en matière de liberté. La raison pour laquelle cela se produit, et la raison pour laquelle le Groenland reçoit toujours autant de soutien étranger, c'est qu'il a le potentiel d'être un important producteur de ressources, d'être un avant-poste stratégique majeur, d'être une plaque tournante commerciale le long de certaines des voies maritimes qui se développent le plus rapidement au monde, ou peut-être simplement pour s'assurer un héritage politique. Sa position unique dans le paysage géopolitique mondial peut nous en apprendre beaucoup sur l'étrange dynamique de notre nouvelle économie mondiale. Mais ce qui est tout aussi intéressant, c'est la manière dont cette minuscule économie fonctionne au niveau national. Même en dehors des questions d'actualité, un tel isolement pose de formidables défis. Donc, comment fonctionne l'économie du Groenland? Pourquoi les superpuissances mondiales se disputent-elles le Groenland? Et enfin, que signifie tout cela pour l'avenir de cette étrange région? Une fois que nous aurons répondu à toutes ces questions, nous pourrons placer le Groenland, l'une des économies les plus étranges du monde, sur le tableau de bord de l'économie expliquée. Pour bien comprendre l'économie du Groenland, il faut d'abord savoir ce qu'est le Groenland. C'est un pays à part entière, même s'il fait partie du royaume du Danemark, un état souverain qui comprend le Groenland, les îles Féroé et le Danemark lui-même. Cela ressemble à bien des égards à l'Écosse, au Pays de Galles ou à l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Le Groenland a son propre chef de gouvernement, le Premier ministre du Groenland, mais le Premier ministre du Danemark, actuellement Mette Frederiksen, est en fait le Premier ministre du Royaume du Danemark et décide donc techniquement de la politique de tous ces pays. Les habitants du Groenland votent pour le Parlement groenlandais et pour 2 représentants au Parlement danois, mais les citoyens danois du Danemark ne peuvent pas voter pour le Parlement groenlandais. Ces habitants ont la possibilité de choisir entre un passeport danois et un passeport groenlandais, mais pour des questions telles que la citoyenneté et la liberté de circulation au sein de l'Union européenne, le Groenland et ses habitants sont simplement considérés comme des citoyens danois. Voilà pour les aspects techniques. Mais avant que cela ne devienne une vidéo grise du CGP sur les bizarreries qui surgissent lorsqu'on essaie de combiner un peuplement vieux de 4500 ans avec un royaume vieux de plusieurs siècles, un gouvernement représentatif vieux de plusieurs décennies et une union économique supranationale vieille de 30 ans, il est important de mettre de côté les aspects techniques et de se concentrer sur les aspects pratiques. Le Groenland ne compte que 57 000 habitants et sa production économique totale n'est que de 3,3 milliards de dollars. Sa plus grande ville n'est en fait qu'un petit village et il est tellement isolé et inhospitalier qu'il est impossible d'y construire une industrie moderne de pointe qui ne serait pas mieux adaptée à l'Europe continentale ou à l'Islande, comparativement beaucoup plus développée. Malgré ces difficultés, le Groenland reste un pays à haut revenu, même si, pour être honnête, il triche un peu. Son principal secteur d'activité est l'administration publique, essentiellement financée par des transferts en provenance du Danemark. Près de la moitié de la minuscule population active est employée à un niveau ou à un autre de l'administration, ce qui, même dans un grand pays tentaculaire, serait excessif. Mais dans un petit pays relativement simple comme le Groenland, il est difficile d'affirmer qu'il ne s'agit pas en fait d'un système d'aide sociale remodelé.
Le Danemark soutient également le Groenland en subventionnant ses chaînes privées de magasins généraux pour qu'elles puissent opérer dans les endroits les plus reculés et les routes aériennes du Groenland qui sont également subventionnées par le gouvernement pour relier des endroits encore plus reculés à travers le pays qui a décidé qu'une ville de 25 000 habitants était tout simplement trop agitée. Le Royaume du Danemark garde également le contrôle de la politique étrangère et de la défense, en payant la facture pour ces deux fonctions. Cette situation est similaire à celle du Royaume-Uni, où l'Angleterre, l'Irlande du Nord, l'Écosse et le Pays de Galles gèrent également ces questions collectivement, bien qu'il faille tenir compte du fait qu'ils habitent tous la même région, alors que le Groenland ne partage même pas le même continent. L'aide apportée par le Danemark pour assurer le fonctionnement du Groenland ne relève pas tant de la charité que de la simple gouvernance. Dans la plupart des économies, il existe de nombreuses régions qui absorbent plus de recettes publiques qu'elles ne produisent d'impôts. La seule raison pour laquelle cela semble inhabituel dans le cas du Groenland est qu'il est si éloigné et si séparé. La vision à long terme est que ce soutien diminuera lentement au fur et à mesure que le Groenland explorera d'autres solutions pour maintenir la qualité de vie de ses habitants, même s'il devient plus indépendant du Danemark, voire totalement indépendant si certaines personnes parviennent à leur fin. Mais le processus est lent car il est très difficile pour un pays si petit, si éloigné et si stérile de créer des industries nationales qui lui permettraient d'obtenir des revenus aussi élevés. À moins que... Bien sûr, la raison pour laquelle nous explorons le Groenland est le regain d'intérêt des États-Unis pour revendiquer le pays, apparemment par tous les moyens nécessaires. Jusqu'à présent, il semble que le pays le plus puissant du monde veuille s'emparer de l'équivalent géopolitique d'un enfant dépendant qui dépend encore de ses parents pour son argent de poche. Cela ne semble pas vraiment valoir la peine de compromettre les relations stratégiques avec une partie intégrante de l'UE et un autre membre de l'OTAN. Mais pour être juste, il y a quelques éléments qu'ils peuvent potentiellement voir dans cette économie, par ailleurs peu remarquable, et le premier d'entre eux est les ressources. Le Groenland est une vaste masse continentale inexploitée, qui regorge de métaux rares, de métaux précieux, de minéraux tels que le rubis, le saphir et le diamant, ainsi que du pétrole et du gaz naturel, les grands oiseaux préférés. Il y a une différence entre le fait que ces ressources existent et le fait qu'elles soient utiles. Bien qu'une série de sites riches en ressources naturelles ait été assez bien étudiée, l'exploitation minière n'existe pas au Groenland. La seule mine en activité dans tout le pays extrait de l'anorthosite, qui est utilisée pour l'isolation en laine de roche et représente au mieux une petite contribution à une économie déjà très réduite. Le problème avec tout cela est que, oui, les ressources sont là, mais entre le climat rigoureux, les distances énormes et la faible main-d'œuvre, elles sont si difficiles à atteindre que les extraire de manière rentable est un véritable défi. Certains de ces problèmes pourraient être résolus en investissant dans les infrastructures et en faisant venir des travailleurs de l'industrie minière. De plus, le recul de la calotte glaciaire qui recouvre la majeure partie de l'île facilite l'accès à un grand nombre de ces matériaux et la construction des infrastructures de transport nécessaires pour les atteindre. Ce qui est une bonne chose ? Quoi qu'il en soit, ces efforts doivent être équilibrés avec une population existante qui ne sera pas ravie que son pays devienne un avant-poste minier isolé, mais ils essaient toujours d'encourager l'investissement étranger pour réaliser ses revenus potentiels. La situation stratégique du pays, au sommet du monde, constitue un autre intérêt majeur. Avec la fonte des calottes glaciaires, de nouvelles voies de navigation à travers l'Arctique sont devenues viables, réduisant souvent de plusieurs milliers de kilomètres les trajets entre les principaux partenaires commerciaux. Actuellement, la Russie s'efforce de tirer parti de cette situation, car le pays, malgré son immense masse continentale, a eu du mal à accéder aux océans du monde pour le commerce ou la projection militaire. Il est clair que les États-Unis veulent à la fois tirer parti de ces nouvelles routes et exercer une influence sur elles afin de protéger leur petit coin de terre. L'implication militaire des États-Unis au Groenland n'est pas nouvelle. La base aérienne de Thulé existe depuis le début des années 1950 et sert de station de détection précoce pour les missiles tirés depuis l'Union soviétique de l'époque, ainsi que d'aérodromes stratégiquement positionnés. Aujourd'hui, elle est gérée par l'US Space Force, mais elle remplit une fonction similaire, du moins à notre connaissance. Les États-Unis ne paient pas directement de loyer ou quoi que ce soit d'autre pour maintenir la base ici. Le Groenland fait partie du Royaume du Danemark et le Royaume du Danemark fait partie de l'OTAN, de sorte que la base a été maintenue en vertu de cet accord. Cependant, dans une économie aussi petite, cette base n'est pas un facteur négligeable.
Elle compte environ 600 personnes, soit plus de 1% de la population, et elle fournit des emplois contractuels aux entreprises locales. Les chiffres exacts ne sont naturellement pas rendus publics, mais le fonctionnement de ce type de base n'est pas bon marché, de sorte qu'il s'agit bien d'une exportation de services internationaux. Même avant l'intérêt récent de placer le pays sous l'aile de l'aigle chauve, cette base n'a pas été exempte de controverses. Mais il est probable que les États-Unis pourront maintenir cet avant-poste aussi longtemps qu'ils le souhaiteront, ce qui leur donnera l'avantage stratégique du Groenland sans les inconvénients de ce dernier. Personne ne peut prédire l'avenir, et surtout pas les économistes, mais il est très peu probable que le Groenland fasse bientôt partie des États-Unis, et encore moins que ce soit une décision économiquement productive. Les achats de territoires existent, les États-Unis ont notamment acheté l'Alaska à la Russie, mais c'était il y a longtemps et cette pratique est largement tombée en désuétude dans le monde entier. Le dernier achat de territoire a eu lieu en 2017 pour une île déserte totalement inhabitée entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et avant cela, il s'agissait de quelques villes frontalières entre l'Allemagne de l'Ouest et les Pays-Bas en 1963, il y a si longtemps que le pays acheteur n'existe même plus. La seule solution raisonnable serait que le Groenland et ses habitants soient rattachés aux États-Unis à la demande du peuple. Ce n'est pas impossible, les sondages suggèrent qu'il y a un soutien pour cette idée, mais pour être honnête, il n'était pas très fiable. Le pays devrait devenir totalement indépendant du Danemark, ce qui, comme nous l'avons vu, ne sera pas facile à faire, et décider ensuite de se remettre sous le contrôle d'un autre gouvernement extraterritorial. Il est maintenant temps de placer le Groenland dans le classement de l'économie expliquée, en commençant comme toujours par la taille. Le Groenland est une économie minuscule, pour toutes les raisons que nous avons explorées dans cette vidéo. Le développement d'une industrie d'échelle est vraiment difficile, et cela en supposant qu'ils aient la main-d'œuvre nécessaire pour travailler dans ces industries si elles étaient développées. Le pays lui-même est très grand géographiquement, mais en termes d'activité économique, j'aimerais qu'il y ait une façon plus agréable de le dire. Il s'agit en fait d'un village isolé. Il est si petit que le FMI ne produit même pas de chiffres pour lui et que la Banque mondiale n'a pas mis à jour ses chiffres depuis 2021. Mais à l'époque, il y avait une production nominale totale de 3,3 milliards de dollars, ce qui le rend à peu près comparable à Aruba, 2 fois moins grand que les Maldives ou environ 9000 fois plus petit que les États-Unis. Elle obtient une note de 1 sur 10. Pour être juste, ce PIB minuscule est réparti sur une population encore plus petite, ce qui signifie que le PIB par habitant est encore très solide à 57 000 $, ce qui le place entre les Pays-Bas et l'Autriche, deux économies avancées à très haut revenu. Cela dépend en grande partie du soutien du Royaume du Danemark, et il faut reconnaître que le Danemark a un PIB par habitant supérieur à 10 000 $, mais il obtient tout de même un 8 sur 10. La stabilité et la confiance sont bonnes. Il s'agit d'un pays démocratique avancé, soutenu par un autre pays démocratique avancé, et à moins qu'il ne soit envahi, il est peu probable que cela change de sitôt. Le pays est encore minuscule et n'a donc pas beaucoup de possibilités de diversifier sa base économique, et sans le soutien de l'étranger, il aurait beaucoup de problèmes. Elle ne peut donc obtenir qu'une note de 7 sur 10. La croissance a été lente, mais régulière, stimulée en grande partie par une industrie de la pêche en plein essor et un intérêt accru pour le tourisme de la part des personnes à la recherche d'une destination aventureuse. Elle est 30% plus importante qu'il y a 10 ans, ce qui lui vaut un 5 sur 10. Enfin, l'industrie. Et bien sûr, celle-ci n'est pas excellente. Maintenant, pour être juste, le Groenland a une gamme diversifiée d'industries, donc d'une certaine manière, il est meilleur que les pays pétroliers. Mais quand leur plus grand employeur est l'administration gouvernementale et que l'une de leurs plus grandes industries privées est la chasse à la baleine subventionnée par le gouvernement, il ne peut obtenir qu'une note de 1 sur 10. Au total, le Groenland obtient une note moyenne de 4,4 sur 10, ce qui le place en bas du classement de l'économie expliquée. Nous avons réalisé une vidéo complète sur l'achat du dernier grand territoire des États-Unis, l'Alaska, qui donne un aperçu de ce que pourrait devenir un État américain arctique riche en ressources. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!